Bonjour à tous, je vous propose ce matin de revoir l'examen du budget sécurité. Les sénateurs ont adopté hier à l'unanimité l'amendement du gouvernement destiné à augmenter les moyens de cette mission sécurité, des moyens bien évidemment renforcés suite aux attentats du 13 novembre. Alors cet amendement du gouvernement prévoit la création de plus de 3000 emplois, notamment dans la police et la gendarmerie. À l'origine, Michel Sapin avait annoncé que la mobilisation de ces nouveaux moyens conduirait à une dépense supplémentaire de l'ordre de 600 millions d'euros. Eh bien, hier, Bercy a revu sa copie et c'est en fait 815 millions d'euros qui seront nécessaires, en particulier 100 millions d'euros pour les opérations extérieures, c'est-à-dire les interventions au Sahel, en Irak et en Syrie. Voilà, donc tout de suite, je vous propose d'écouter cette séance. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la France est aujourd'hui confrontée à une situation d'une gravité exceptionnelle. Je souhaite avant toute chose saluer l'efficacité et le courage de nos forces de l'ordre. Leur mobilisation exceptionnelle a permis non seulement de secourir les Parisiens au soir du 13 novembre, de multiplier les interpellations et les perquisitions, mais aussi de sécuriser de nombreux lieux sensibles sur tout le territoire. Ces attaques terroristes bouleversent la hiérarchie des préoccupations de nos concitoyens. Il ne fait aucun doute que les attentats du 13 novembre vont placer le terrorisme en première place. Mais ces attaques bouleversent également l'examen budgétaire de la mission sécurité, qui a déjà connu plusieurs rebondissements. Il faut le rappeler, avant même le 13 novembre, cette année 2015 était déjà exceptionnelle à double titre pour nos forces. Du fait de la hausse de la menace terroriste d'abord, comme l'ont mentionné de nombreux commentateurs après les attaques de janvier, la France est l'un des pays les plus touchés en Europe par le phénomène des combattants étrangers partis en Syrie et en Irak. Au passage, je vous rappelle que le pays qui en compte le plus en proportion de sa population est la Belgique. En parallèle, les forces de sécurité intérieure sont également confrontées à une crise migratoire de grande ampleur. Si la situation de la France n'a rien de comparable avec celle des pays de première entrée, la sécurisation de certains points de passage et le démantèlement des filières nécessitent une mobilisation exceptionnelle. Pour ne donner qu'un chiffre, 1125 effectifs mobiles supplémentaires ont été déployés à Calais, en complément des forces locales. Cette situation avait d'ailleurs donné lieu à un premier amendement du gouvernement, adopté à l'Assemblée afin de financer la création de 900 postes dans le cadre du plan migrant. Pourtant, force est de constater que le gouvernement n'avait pas tiré toutes les conséquences, avant les récents attentats, de cette crise exceptionnelle. Je souhaite ainsi revenir quelques instants sur le budget sécurité tel qu'il nous a été transmis par l'Assemblée nationale. Ce budget proposait une hausse de crédit de seulement 0,9 %. À titre de comparaison, la hausse en exécution était de 3,5 % en 2009, de 2,6 % en 2011, de 2 % en 2013. Dans ce même budget, le gouvernement propose une progression de 4,4 % pour le budget de la culture. S'agissant des effectifs, la hausse prévue pour 2016 était de 1 632 postes, que l'on pourrait comparer à 10 850 postes qui seront créés dans l'enseignement scolaire. Ma principale critique concerne toutefois l'équilibre entre les dépenses de personnel et les crédits d'investissement et de fonctionnement. Disons-le simplement, ce que Bercy a donné en dépenses de personnel, il l'a repris en fonctionnement et en investissement. Une comparaison entre l'exécution budgétaire 2009, où il y avait 244 304 ETP, et les crédits demandés pour 2016, pour 244 420 ETP, c'est-à-dire 120 d'écart, montre ainsi que pour des effectifs comparables, les moyens de fonctionnement et d'investissement sont inférieurs de plus de 330 millions d'euros en 2016. La part des dépenses de personnel
au sein des deux programmes atteint ainsi un niveau critique de 88%, qui ne permet pas de garantir la capacité opérationnelle des policiers et des gendarmes. Prenons un exemple concret. Le parc automobile. De l'aveu même des directions, un simple maintien en l'état du parc nécessiterait l'achat de plus de 6 000 véhicules par an entre 2015 et 2017. Pour le montant prévu dans le budget adopté à l'Assemblée nationale pour l'achat de véhicules ne permettait d'acquérir que 4 000 véhicules en 2016. Aussi, afin de dégager des marges de manœuvre sur le plan budgétaire, il faut favoriser une stratégie fondée sur la rationalisation des tâches et la mutualisation des moyens. En la matière, la dynamique engagée en 2009 avec le rattachement de la gendarmerie au ministère de l'Intérieur semble s'affaiblir. À titre d'illustration, le traitement des procurations a mobilisé 737 policiers et gendarmes en équivalent temps plein travaillé sur l'année 2012. La dématérialisation permettrait de soulager les forces de sécurité de cette tâche. Pourtant, l'inspection générale de l'administration indique dans un rapport d'octobre 2014 que le projet de dématérialisation totale lancé en 2013 paraît enlisé et même à l'arrêt. Il serait utile qu'il puisse s'appliquer pour une année d'élection comme celle de 2017. Certaines décisions prises depuis 2012 ont même aggravé la situation. L'abandon du jour de carence a conduit à une multiplication par 2,5 des congés maladie d'une journée en 2014. La marque de fabrique du Sénat est toutefois de ne jamais céder à la polémique. En matière de rationalisation et de mutualisation, les décisions annoncées après la manifestation de policiers place Vendôme semblent témoigner d'une prise de conscience de ces enjeux, avec notamment un plan interne de simplification des tâches. Après les attentats du 13 novembre, des mesures significatives ont été annoncées par le Président de la République, avec la création de 5 000 postes dans la police et la gendarmerie et la promesse de moyens d'équipement et d'investissement supplémentaires. C'est pour cette raison que la Commission des finances a d'abord décidé de réserver son examen des crédits de la mission. L'amendement du gouvernement visant à mettre en œuvre ces annonces, déposé le 26 novembre, propose finalement une hausse des crédits de 340 millions d'euros en 2016. Je vais bien évidemment laisser le soin au ministre de nous le présenter. J'aurai d'ailleurs quelques questions à lui poser sur la répartition des crédits. Toutefois, je voudrais vous donner deux chiffres qui me semblent témoigner d'un changement de rythme. Avec cet amendement, la hausse du budget sécurité sera de 2,8% par rapport à la loi de finances initiale de 2015, contre 0,9% il y a encore 2 semaines. Par ailleurs, les 2/3 de l'effort, soit 220 millions d'euros, sont fléchés sur l'investissement et le fonctionnement. Compte tenu du bouleversement que représente cet amendement, la Commission des finances, réunie quelques minutes après le dépôt de l'amendement, a ainsi décidé à l'unanimité de proposer au Sénat l'adoption des crédits de la mission de sécurité. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Vincent Delahaye, rapporteur spécial de la Commission des finances pour la sécurité, l'éducation routière, le contrôle de la circulation et du stationnement routier. Vous avez la parole pour 7 minutes, mon cher collègue. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je ne vais pas vous parler du fléau du terrorisme, mais je vais vous parler de la mortalité routière. Sur les 8 premiers mois de l'année 2015, on dénombre malheureusement 2253 personnes tuées en France métropolitaine, soit une hausse de 4,6% par rapport à la même période de 2014. Et en 2014, on avait déjà constaté une hausse notable de la mortalité de 3,8%, soit 130 décès de plus par rapport à 2013. Ces résultats sont bien sûr inquiétants et nous obligent forcément à nous interroger sur l'efficacité de la politique de sécurité routière. Alors, ces résultats de 2014 et 2015 sont d'autant plus inquiétants, Monsieur le ministre, que votre gouvernement s'est fixé pour objectif de réduire à moins de 2000 le nombre de personnes tuées sur les routes en 2020. Comment comptez-vous faire, Monsieur le ministre, pour infléchir cette tendance qui ne va pas du tout vers l'atteinte de l'objectif ?
Sur le programme sécurité éducation routière, les dépenses qui sont inscrites pour 2016 sont en diminution de 4,8% par rapport à 2015 pour s'établir à 39,4 millions d'euros. Dans ces dépenses, il y a notamment la charge financière au titre du permis à 1 € par jour qui sera stable en 2016, surtout grâce au faible taux d'intérêt qui contribue à contenir ce coût issu de la prise en charge des intérêts des prêts. En 2016, l'effort sur ce dispositif sera de plus accentué avec la création d'un prêt complémentaire à 300 €. J'en viens au contrôle de la circulation et du stationnement routier, dit CAS-Radar, sur lesquels les crédits sont les plus importants. Le produit total des amendes de la circulation et du stationnement en 2016 devrait atteindre 1,680 milliard d'euros. Et sur cette somme, 1,370 milliard d'euros sont inscrits en dépenses sur le compte d'affectation spéciale radar. Le gouvernement prévoit la commande en 2016 de 454 nouveaux radars. Il s'agit le plus souvent de remplacements puisque le nombre de dispositifs de contrôle automatisés en service, lui, ne progressera que de 42 unités, 4 122 au lieu de 4 080. Le coût total du déploiement de ces nouveaux dispositifs est estimé à 28 millions d'euros. J'ai conduit et je suis en train de conduire un contrôle budgétaire sur la politique d'implantation des radars. Et à ce stade, j'émets quand même des réserves sur un certain nombre de déploiements, en particulier pour les radars vitesse moyenne et les radars chantier, dont les coûts d'investissement et de fonctionnement sont élevés. C'est pourquoi je propose un amendement tendant à réduire les dépenses d'investissement de 5 250 000 €, soit l'installation de 53 nouveaux radars au lieu de 107 et de 11 radars chantiers au lieu de 22. J'ajoute que ni les documents budgétaires ni les réponses aux questionnaires budgétaires ne permettent aujourd'hui de mesurer l'efficacité en termes de sécurité routière de ces dispositifs. Mais le gouvernement va peut-être s'expliquer sur ce point tout à l'heure. S'agissant de la gestion du permis à points, en 2016, il est prévu d'adresser aux automobilistes plus de 15 300 000 lettres simples. La dépense est estimée à 13 100 000 €. Ces lettres sont envoyées à chaque retrait ou restitution de points. Depuis 4 ans, je m'interroge sur l'opportunité de cette dépense, s'agissant notamment des lettres de retrait de points. Le ministre de l'Intérieur a ouvert le site internet Télépoints, ce qui permet aux conducteurs de consulter leur solde de points, et une ordonnance récente, en date du 7 octobre dernier, a prévu la possibilité pour l'intéressé, sur sa demande, d'être informé du retrait de points par voie électronique plutôt que par lettre simple. J'estime en conséquence que l'information mise à la disposition du contrevenant est suffisante et qu'il est dès lors possible de supprimer l'envoi de lettres simples. Comme les 3 années précédentes, compte tenu de son coût et de la faible valeur ajoutée de cette lettre, la commission des finances a accepté de donner un avis favorable à 2 amendements tendant à la supprimer et à utiliser en fait les 13 100 000 € pour réduire la dette de l'État. Vous me direz, ce n'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Il y a également d'autres amendements qui ont été proposés. Il y a un amendement tendant à réduire les dépenses d'investissement donc de 5 250 000 €, je le disais tout à l'heure, avec les installations de radars. Et nous avons également des amendements que le gouvernement nous présentera tout à l'heure sur une application nouvelle pour le traitement des amendes. Mais sur la base du budget qui nous est présenté pour l'année 2016, la commission des finances a décidé d'émettre un avis favorable, sous réserve bien sûr de l'adoption des amendements dont j'ai parlé. Voilà, je vous remercie, mes chers collègues. Merci, Monsieur Delahaye. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Vogel, rapporteur spécial de la Commission des finances pour la sécurité civile, pour 7 minutes maximum. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les événements dramatiques qui ont marqué cette année 2015, je pense bien sûr aux attaques terroristes, mais aussi aux inondations ou encore au crash de la Germanwings,
ont démontré à quel point il est indispensable de disposer de forces de sécurité civile réactives et efficaces. Je souhaite ainsi commencer cette présentation en rendant hommage aux forces de secours dont la mobilisation exceptionnelle après les attentats du 13 novembre ont été unanimement saluées. Je me félicite à ce titre d'observer que le nombre de sapeurs-pompiers volontaires est enfin orienté à la hausse après une décennie de baisse. S'agissant maintenant du programme Sécurité civile, les autorisations d'engagement et les crédits de paiement pour 2016 sont en hausse respectivement de 1,9% et 0,8%, avant prise en compte de l'amendement du gouvernement. Comme je l'ai dit en commission, ce budget me semble présenter certaines faiblesses, principalement en ce qui concerne l'investissement et le fonctionnement. S'agissant des dépenses de fonctionnement, on peut par exemple s'interroger sur le niveau des dotations prévues pour le retardant, les colonnes de renfort et le secours d'extrême urgence. Les crédits prévus diffèrent sensiblement des consommations réalisées au cours des derniers exercices, ce qui pourrait être le signe d'une sous-budgétisation. Toutefois, ma principale inquiétude concerne les dépenses d'investissement. Leur évolution, en effet, est inférieure de 4 millions d'euros en crédit de paiement à ce qui était prévu dans la programmation annuelle, et cela avant même que l'Assemblée nationale ne vote en seconde délibération une baisse de 5 millions d'euros des dépenses de fonctionnement et d'investissement du programme. Après analyse, la moitié de cet écart traduit un report de certains projets d'investissement du fait de la contrainte budgétaire. Or, ces retards se traduiront à moyen terme par des surcoûts pour la sécurité civile. Prenons l'exemple du projet de remplacement du réseau national d'alerte par le système